Mercredi 3 mai 2023, mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal de Viva en version française. Bonsoir à tous et bienvenue. Justement dans les actualités de ce jour, le monde célèbre aujourd'hui 3 mai la journée internationale pour la liberté de la presse. Les journalistes travaillent en toute liberté actuellement dans l'exercice de leur métier. Mais un nouveau défi doit être relevé actuellement, notamment la lutte contre la propagation des fausses informations du fait de l'évolution de la technologie qui perturbe la société en général. Le ministère de la Communication et de la Culture est en pleine élaboration de la politique nationale de la lutte contre la propagation des fausses informations. Reportage de Secharan Jenas sur les images de Braz Denilson. Le journalisme évolue actuellement face aux technologies. Si l'on le compare à ce qui a eu 30 ans de cela, le métier de journaliste commence à être libre selon les journalistes. Et même si la technologie évolue à grande vitesse, avec entre autres la publication de ces informations sur les réseaux, les journalistes ne devraient pas tomber dans les pièges de ces publications, mais devraient toujours faire des recoupements afin que les informations soient juste éprouvées. Et pour éviter toutes sortes de déstabilisation, même si certains journalistes affirment que l'évolution de la technologie peut être un moyen d'améliorer le journalisme actuel, au motif que c'est un moyen d'informer en temps réel les citoyens, la plupart ont uni leur voix en soulignant que l'utilisation des réseaux pour en tirer des informations requiert de la vigilance. Madagascar est un pays qui prône la liberté d'expression, néanmoins, cela ne donne pas raison à la propagation de fausses informations. Le ministère de la Communication et de la Culture est actuellement en cours d'élaboration d'un projet de loi relatif à la mise en place de l'Autorité nationale de régulation. Ce projet de loi est un moyen de mettre en place la politique nationale de la lutte contre la propagation de fausses informations, lesquelles tuent la liberté et la démocratie. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, la ministre de la Communication a tenu une conférence aujourd'hui au canal olympien Indota-Pénac. Une conférence pour faire connaître les enjeux de lutte contre la propagation des fausses informations. Voilà pour ce qui est de la célébration de cette journée internationale pour la liberté de la presse. Dans un tout autre sujet, actuellement, toujours dans l'actualité de ce jour, Madagascar est actuellement dans la période d'intersaison. La saison froide devra commencer à la mi-mai ou vers la fin du mois de juin, selon les informations émanant du service de la météorologie aujourd'hui. Fin des scènes à Mireille, nous en dit plus. Le temps dans la capitale montre une température proche de celle de la saison froide, mais au niveau de certaines provinces de Madagascar, des pluies sont encore observées actuellement. Ces perturbations climatiques signifient que la grande île est actuellement en pleine intersaison. Pour demain, le temps sera changeant dans la capitale, avec quelques averses selon les informations fournies par le service de la météorologie. Madagascar entrera en saison froide vers la mi-mai ou vers le début du mois de janvier. Par ailleurs, la formation de tempêtes est à écarter, donc aucune crainte au niveau des provinces, selon toujours les informations émanant du service de la météorologie. Dans la page économique de ce soir, faisons suite à la rencontre du président de la République avec les jeunes dans le cadre de l'événement Malagasy Youth Business Meeting le 17 avril dernier. C'est au tour du directeur général des impôts de rencontrer ces jeunes. Une rencontre organisée par le programme FIARIN afin que ces jeunes puissent connaître le domaine des impôts selon leur secteur d'activité respectif. Le point avec Mirvulat Sferent et Blas Denilson. Il s'agit d'un événement initié par le programme FIARIN pour réunir les jeunes entrepreneurs et le service des impôts dans un même lieu, notamment ici à l'Arbi ce matin. Une des difficultés des jeunes pour intégrer le monde de l'entrepreneuriat est le manque de connaissances en matière d'impôts. Les jeunes apportent pourtant de nouvelles idées et sont l'avenir de l'économie de Madagascar. Aujourd'hui, le service en charge des impôts leur a fait connaître la loi sur les impôts en général, tout en écoutant leurs doléances de ces jeunes entrepreneurs dans la facilitation du paiement ou l'allègement des impôts. Cette rencontre a été initiée par le programme FIARIN à l'issue de la rencontre avec le président de la République et ces jeunes il y a 2 semaines de cela. Ainsi, le service des impôts a montré sa volonté d'accompagner ces jeunes entrepreneurs qui sont issus de divers secteurs, notamment de l'agriculture, de l'industrie, de l'environnement, entre autres.
Après ce partage sur les impôts, une rencontre de ces jeunes avec le service de la douane et d'autres ministères qui sont concernés par l'entrepreneuriat aura également lieu. Dans les actualités sociales de ce soir, le taux de vaccination des enfants de moins de 2 ans a connu une baisse jusqu'à 20% à Tuamasn, la capitale de la région Antsnanen. Une baisse due aux propagations de diverses rumeurs durant la période de Covid-19 à Madagascar, rapportent les animateurs de santé. En effet, beaucoup n'ont pas été convaincus de se faire vacciner contre le Covid dans cette ville. Durant la semaine africaine de la vaccination, Tuamasn a été particulièrement ciblé. Des séances de vaccination ont été tenues au niveau des Fukuntans et des divers centres. Reportage d'Amienne Martina. Tuamasn, capitale économique de Madagascar. C'est une des villes qui a porté de graves séquelles dues à la propagation du virus du Covid-19 à Madagascar. Cela a même impacté la vaccination des enfants de moins de 2 ans dans cette ville. Si le taux de vaccination des enfants a atteint 90% en 2019, cela a baissé à 74% d'après les constats faits par le ministère de la Santé publique. Au mois de janvier et février dernier, un animateur de santé dans le Fokuntan d'Inkilnana Tuamasn a souligné que ce sont les rumeurs qui se sont propagées qui ont rendu la réticence des gens à se faire vacciner. Cela ne concerne pas uniquement la vaccination des enfants de moins de 2 ans, mais aussi la vaccination contre le Covid-19, selon cet animateur de santé. De ce fait, la sensibilisation pour convaincre les gens à se faire vacciner devient difficile. Pourtant, la vaccination des enfants de moins de 2 ans aide à lutter contre le taux de mortalité élevé, mais aussi des séquelles dues aux maladies fréquentes comme la poliomyélite, la tuberculose et bien d'autres. La vaccination contre le Covid-19 aide dans le renforcement des anticorps. Face à cette situation, l'État a changé de stratégie, notamment à travers les porte-à-porte. La Croix-Rouge en effectue actuellement et durant lesquels ils ont estimé que plus de 70% de la population sont convaincus de se faire vacciner à Tuamasn. La mise en place de vaccins mobiles aide dans le renforcement de ces efforts déjà entrepris au niveau des Fukuntang. Ici, au dépôt de Dankilnin, ce sont les jeunes qui sont nombreux à se faire vacciner contre le Covid. Certains vont effectuer leur 2e dose, si d'autres se font vacciner contre le Covid-19 pour la première fois. Léonie est parmi les jeunes qui viennent se faire vacciner pour la première fois. Elle habite le quartier d'Inkilnin Tuamasn. Elle avait peur de se faire vacciner auparavant, affirme-t-elle. Mais elle s'est laissée convaincre par les professionnels de santé, d'où sa présence ici aujourd'hui. Il est important pour la population de Tuamasn de se faire vacciner et surtout que la moitié de cette population a été vaccinée contre le Covid-19, d'après le gouverneur de la région Antsnanen. Durant cette campagne de vaccination à Tuamasn, l'objectif est de vacciner environ 14 000 enfants, 15 658 femmes enceintes et 197 695 jeunes de plus de 18 ans. Le but est de lutter contre le coronavirus et de l'éradiquer. Le nombre des litiges fonciers qui passent devant le tribunal ne cesse de s'accroître ces derniers temps, selon la déclaration émanant du CIF ou Solidarité des intervenants sur le foncier. Compte tenu de cette situation, cette organisation a appelé à une discussion sur la manière d'exécuter les ordonnances du tribunal. Le CIF a pu d'ailleurs déclarer que le point de vue de la société civile est impartial et c'est la raison pour laquelle elle a lancé un appel concernant la nécessité de résoudre le litige foncier actuel. Reportage de Radraman Zatouf et Bras Denilson. L'exécution des ordonnances du tribunal sur les affaires des litiges fonciers dans notre pays se passe donc différemment selon les cas, a déclaré aujourd'hui la Solidarité des intervenants sur le foncier, ou CIF. Cette dernière a pris 3 cas pour le prouver. En premier lieu, les problèmes fonciers à Bouicharif, district à Parafaravoul. Un litige qui oppose les propriétaires de 10 pavillons qui ont été construits sur le trottoir aux propriétaires d'un grand magasin de stockage situé derrière ces pavillons. Le tribunal a ordonné la démolition de ces pavillons. En effet, ce terrain ne devrait appartenir à qui que ce soit du fait que c'est un trottoir, mais quelqu'un prétend en être le propriétaire actuellement. En deuxième lieu, la situation dans le district de Mampikoun est à l'opposé de cela. 20 hectares de terrain ayant appartenu à des colons y sont source d'un litige foncier. Les agriculteurs ont pu répandre leur culture après que le tribunal a rendu son verdict.
Mais une fois la saison des récoltes arrivée, les agriculteurs sont menacés d'emprisonnement. Et si cela se réalise, ils ne pourront pas récupérer les récoltes, alors que la production est d'environ 5000 tonnes par an. Enfin, concernant le litige foncier qui s'est produit récemment à Bouimagakil, cette société civile s'inquiète de l'existence d'une erreur dans les documents qui s'y rapportent. Selon les documents qui leur sont parvenus, et le CIF lance un appel pour que cette affaire soit suivie de près. Par ailleurs, le coordinateur du CIF a confirmé que le point de vue de la société civile concernant les litiges fonciers existants est impartial. Néanmoins, la mise en œuvre de l'ordonnance doit être suivie de près étant donné la situation actuelle. Madagascar exporte 800 tonnes de thon par an alors que sa capacité de 50 000 tonnes. Le manque d'équipement dont disposent les pêcheurs malgaches en est l'une des raisons selon le directeur général de la pêche. L'utilisation de dispositifs concentrateurs de poissons est nécessaire. Toutefois, cela entraîne le risque de disparition de l'espèce. Ainsi, une conférence se tiendra à l'île Maurice la semaine prochaine pour discuter avec les comités thoniers de l'océan Indien de l'avenir de la pêche au thon. Reportage de Ruth Christelle, Rakout Malal et Yves Janel. L'étang se trouve à 35 km de la côte et à 20 000 nautiques, une bande passe à Madagascar chaque année. Un dispositif concentrateur de poissons est nécessaire pour sa pêche. Il s'agit d'un appareil émettant du son utilisé pour grouper les thons et les pêcher ensuite. Cependant, 97% des thons obtenus sont de petite taille. Ainsi, l'utilisation de cet appareil risque la disparition de l'espèce, explique Bemanaz Etienne, directeur général de la pêche. Les produits de mer sont les troisièmes exportés par Madagascar. Les thons en font partie, selon toujours les explications du directeur général. Nous avons le potentiel d'exporter jusqu'à 50 000 tonnes par an. Seulement 800 tonnes sortent du pays, raison pour laquelle nous suscitons l'aide de l'Union européenne et du Japon, a-t-il souligné. Ainsi, 13 seineurs sont à Madagascar pour pêcher du thon, dont 6 Intera Tuna et 7 Japan Tuna. Un atelier s'est tenu à Boudvoun ce jour pour recueillir des idées apportées à Maurice du 8 au 12 mai prochain lors de la conférence avec le comité thonier de l'océan Indien pour renforcer la position de Madagascar quant à l'utilisation de cet outil BCP. Passons à présent aux actualités internationales. Le gardien d'une école primaire de Belgrade a été tué et plusieurs élèves et leurs professeurs ont été blessés par balle aujourd'hui par un élève de cet établissement. La capitale serbe a annoncé un responsable politique local. Reportage de France 24. Alors malheureusement, un bilan officiel vient à l'instant de tomber et il est très lourd puisque donc en plus du gardien de l'école, 9 élèves sont morts, ont été donc tués ce matin dans une fusillade dans une école primaire à Belgrade. En Serbie. Et donc, il y a 9 morts et 6 blessés qui sont actuellement donc hospitalisés, dont au moins 2 cas graves, à savoir l'enseignante et une élève de la classe. Alors, ce qu'on sait n'est pas très précis, mais donc un élève de 14 ans donc de cet établissement qui se trouvait ce matin donc en cours d'histoire a ouvert le feu au beau milieu du cours. Il a d'abord tiré sur son enseignant puis sur des élèves. Un gardien de l'école a tenté de s'interposer, il est mort sur le coup. La fusillade a duré à peu près 5 minutes et la police qui est intervenue rapidement a réussi à arrêter donc l'auteur des coups de feu, le tireur qui s'est rendu sans résistance dans la cour de l'école et qui a été emmené au commissariat. On ne sait rien des motivations du tireur qui est décrit par les autres élèves comme un bon élève de l'établissement, un élève sans problème, donc issu d'une famille stable. Donc beaucoup d'interrogations donc sur les motivations. A priori, l'arme utilisée était un pistolet détenu légalement par le père du tireur, donc par le père de cet adolescent. Encore une fois, on ne sait pas pourquoi cette fusillade a eu lieu. Il faut ajouter que les fusillades en Serbie sont un événement extrêmement rare. Hein. Ça n'arrive pour ainsi dire jamais. La dernière fusillade
fusillade dans les circonstances d'un drame familial avait eu lieu en 2015. Donc un événement extrêmement rare qui choque pour l'instant tout le monde et donc avec un centre-ville qui est complètement bloqué pour l'instant par la police et encore par les secours et une grande confusion au moment où je vous parle dans le centre Belgrade. Un cessez-le-feu est entré en vigueur dans la nuit de mardi à mercredi entre Israël et les groupes armés de Gaza, ont annoncé des sources palestiniennes après des échanges de tirs suite à la mort d'un gréviste de la faim détenu par l'État hébreu. Israël n'a pas confirmé dans les médias cette trêve qui paraît fragile. Le point avec France 24. Dans la nuit gazaoui, des explosions retentissent. Tsahal vient de mener des frappes aériennes contre l'enclave palestinienne. Selon l'organe de presse du Hamas, 2 endroits du territoire ont été visés par l'armée israélienne. Toute la journée, l'État hébreu a été la cible de missiles tirés depuis Gaza en réaction à la mort de Khader Adnan. Mardi matin, l'administration pénitentiaire israélienne a annoncé la mort de cette figure du djihad islamique en grève de la faim depuis 3 mois pour protester contre sa détention. Si la plupart des roquettes sont tombées dans des terrains vagues, 2 d'entre elles ont atteint la ville de Sderot, au sud d'Israël. 3 personnes ont été blessées. Ma femme m'a appelé pour me dire qu'une roquette Qassam avait touché notre jardin. Dieu merci, il n'y a pas eu de victimes. Personne n'était dans la cour, les enfants étaient à l'abri. Pour de nombreux Palestiniens, Khader Adnan était un symbole de résistance. Sa mort a provoqué une vague de colère à Gaza, mais aussi en Cisjordanie. Pour le Premier ministre palestinien, il s'agit d'un crime perpétré par Israël. Nous considérons qu'il s'agit d'un homicide volontaire, dû au rejet de sa demande de libération, à une négligence sur le plan médical et à son maintien dans sa cellule, malgré la gravité de son état de santé. Les échanges de tirs font craindre un nouvel embrasement dans la région, mais des responsables palestiniens assurent qu'un cessez-le-feu est entré en vigueur tôt ce mercredi. Et pour terminer cette page internationale, qui est-il arrivé à ces pêcheurs en Guinée? Un certain nombre d'entre eux ont été hospitalisés, atteints d'une mystérieuse maladie de la peau provoquant des éruptions cutanées et brûlures pouvant aller jusqu'au 3e degré. Un agent chimique déversé en haute mer pourrait en être la cause. Les autorités qui ont ouvert une enquête se veulent rassurantes. France 24 nous en dit plus. Kwasi ne sort plus de sa chambre depuis son retour de pêche il y a 2 semaines. Ses mains, son visage et ses parties génitales portent de sévères brûlures qui l'empêchent de se tenir debout. Après le travail, j'ai pris un peu d'eau de mer comme ça, pour me nettoyer le visage, les mains et les parties intimes. Le lendemain, j'ai constaté ces brûlures sur le corps. Depuis 1 mois, près de 300 pêcheurs artisanaux sont atteints de brûlures similaires. Tous les ont contractées au contact de l'eau de mer alors qu'ils étaient au large. L'hôpital national de Donka prend en charge gratuitement les pêcheurs. Le docteur Kaba fait partie de la commission chargée par les autorités de déterminer la cause de ces plaies. C'est une brûlure des organes génitaux externes. Donc c'est au moment où il se mettait à l'aise, il a pris l'eau de mer, il s'est nettoyé avec. C'est une brûlure comme une brûlure ordinaire, une brûlure pas eau chaude, c'est une brûlure ordinaire. La seule spécificité, c'est parce que c'est un agent chimique dont on n'a pas su encore. Essentiellement, c'est sa nature. Sinon, ce n'est pas du tout une maladie, il n'y a pas de problème de virus, il n'y a pas de problème de bactéries, ce n'est pas du tout contagieux. Beaucoup supposent que des navires ont déversé des produits toxiques en haute mer. Selon les autorités, des échantillons sont en cours d'analyse par des laboratoires de la capitale. Au port de pêche artisanal de Boulbinet, la maladie des pêcheurs a déjà des conséquences. Actuellement, on vend très peu. C'est difficile de se procurer du poisson. Les pêcheurs ont peur d'aller en mer. En novembre 2020, des pêcheurs sénégalais avaient été touchés par une maladie inconnue qui donnait à peu près les mêmes symptômes. L'origine de la substance chimique en cause n'avait là non plus pas été déterminée.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité, de votre attention. Restez avec nous dans la suite des programmes. Justement, vous allez suivre votre série Dynastie. Sur ce, très bonne soirée sur Viva. Au revoir.